Super, merci. Bien, bonjour à tout le monde. Nous allons aborder aujourd'hui les vaisseaux et les nerfs du membre supérieur en détaillant la région du creux axillaire, c'est-à-dire la région du creux de l'épaule, et la région du bras. La fosse axillaire se situe à la racine du membre supérieur et lorsque le corps est en position anatomique, elle s'inscrit dans un plan antéro-postérieur. En revanche, la fosse axillaire s'ouvre lorsque l'on porte le membre supérieur en abduction, donc lorsque l'on écarte le membre supérieur de l'axe du corps, et cet espace va alors s'inscrire dans une forme de pyramide quadrangulaire présentant 4 faces, une face antérieure, une face latérale, une face médiale, une face postérieure, une base qui correspond à la peau du creux de l'aisselle et un sommet qui se projette en arrière du milieu de la clavicule. Nous allons construire la région axillaire sur une vue antérieure de la racine du membre supérieur orientée crânialement et médialement. La construction de cet espace, que nous prolongerons avec la région du bras, nous permettra de détailler dans un premier temps les vaisseaux de la racine du membre supérieur, puis les nerfs de la racine du membre supérieur. Cette vue antérieure de la région axillaire va se construire à partir de la ligne médiane que l'on représente ici en pointillé. Nous allons placer des éléments de repère osseux avec tout d'abord la partie antérieure de la cage thoracique représentée par le sternum avec son manubrium, puis son corps crénelé recevant les cartilages costaux numéro 2 à 6 et le processus xiphoïde vers le bas. En arrière se place ici le bord latéral droit de la colonne vertébrale avec lequel on pourra articuler la première côte venant rejoindre en avant le manubrium sternal et permettant ainsi de matérialiser en haut l'orifice supérieur du thorax et latéralement permettant de placer le bord latéral de la cage thoracique, puis son bord inférieur qui va rejoindre ici la région du sternum. Un peu en dehors de la cavité thoracique, de la cage thoracique, va se placer la ceinture scapulaire dont on avait vu qu'elle débordait un petit peu la cage thoracique. Cette ceinture scapulaire va apparaître matérialisée par la scapula dont nous plaçons ici la cavité glénoïdale, puis en dessous le tubercule infraglénoïdal et le pilier de la scapula qui va disparaître à nouveau en arrière du thorax. Vers le haut, la cavité glénoïdale va être précroisée par le processus coracoïde qui est toujours placé en avant, en arrière duquel se place l'incisure de la scapula, puis son bord supérieur qui, là aussi, va passer en arrière de la cage thoracique. Articulé avec la cavité glénoïdale de la scapula, l'humérus va se placer au niveau de l'articulation scapulo-humérale. Nous plaçons ici la tête humérale, puis le col huméral, qui se prolonge vers le bas par la diaphyse humérale que nous plaçons ici, diaphyse humérale, qui s'évase dans sa partie inférieure pour former la palette humérale avec les deux épicondyles, latéral et médial, et les éléments articulaires que sont le capitulum latéralement et la trochlée humérale venant s'articuler respectivement avec le radius latéralement et l'ulna médialement dont nous ne représenterons que les parties proximales. Au-dessus de la tête de l'humérus et de la région des tubercules majeurs et mineurs, nous voyons ici le sillon intertuberculaire de
l'humérus, va venir se placer l'épine de la scapula, prolongée latéralement par l'acromion, que nous allons articuler avec la clavicule, qui va donc s'interposer entre l'acromion latéralement et l'incisure claviculaire du sternum médialement. Voici donc la clavicule qui, comme vous le savez, joue un rôle de barre de torsion permettant de régler la distance de la ceinture scapulaire par rapport au squelette du tronc. Sur la base de ces éléments de squelette du tronc, de la ceinture scapulaire et du membre supérieur, nous allons maintenant pouvoir placer les éléments musculaires qui vont délimiter les parois de la fosse axillaire. La fosse axillaire présente une paroi antérieure qui répond à la peau de la région pectorale et au sein chez la femme après la puberté. Sous la peau de la région axillaire se placent deux éléments musculaires qui vont constituer la paroi antérieure de la fosse axillaire. Ce sont les muscles grand pectoral et petit pectoral. Le grand pectoral, on va le représenter tout d'abord, partiellement réséqué, présentant ces trois faisceaux, un faisceau supérieur claviculaire, un faisceau moyen sternocostal et un faisceau inférieur atrophié dans l'espèce humaine, le faisceau abdominal. Faisceau supérieur, faisceau moyen et faisceau inférieur. Ces trois faisceaux se rejoignent. Nous sectionnons ici le muscle grand pectoral et le muscle va globalement se porter latéralement pour se terminer par un tendon en U, en deux couches, sur la lèvre latérale du sillon intertuberculaire de l'humérus. Nous le représentons ici, et le tendon du muscle grand pectoral aura ici été récliné vers le dehors de manière à réellement ouvrir cet espace qui est la fosse axillaire. En arrière du muscle grand pectoral va se placer le muscle petit pectoral qui constitue un élément de la paroi antérieure de la fosse axillaire. Le muscle petit pectoral, on l'avait vu, est tendu entre les côtes numéros 3, 4 et 5 et le processus coracoïde de la scapula. Nous représentons ici sa terminaison coracoïdienne et nous évoquons ici l'insertion thoracique du muscle petit pectoral. Muscle grand pectoral et petit pectoral sont donc les éléments qui vont constituer la paroi antérieure de la fosse axillaire, éléments qui vont d'ailleurs être reliés par des fascias constituant le fascia clavipectoro-axillaire. Une fois la paroi antérieure de la fosse axillaire ouverte, nous allons pouvoir mettre en évidence maintenant la paroi médiale de la fosse axillaire. Cette limite médiale est constituée par la paroi thoracique, recouverte, pour ce qui concerne les 10 premières côtes, par les 10 digitations du muscle serratus ou dentelé antérieur, que nous plaçons ainsi. Ainsi, la cage thoracique et les digitations du muscle serratus, muscle dentelé antérieur, vont constituer la paroi médiale de la fosse axillaire. La paroi dorsale, la paroi postérieure de la fosse axillaire, va être représentée en arrière par le plan de la ceinture scapulaire et des muscles scapulaires antérieurs. De haut en bas, la paroi postérieure va être constituée par les muscles suivants. Tout d'abord, le muscle subscapulaire, muscle qui prend son origine au niveau de la fosse subscapulaire de la scapula, c'est-à-dire de la paroi antérieure de la scapula,
et qui se porte alors vers le dehors pour venir se terminer sur le tubercule mineur de l'humérus. Muscle subscapulaire. En dessous du muscle subscapulaire, les muscles grand rond et grand dorsal vont venir se terminer sur la lèvre médiale du sillon intertuberculaire de l'humérus. Lèvre médiale du sillon intertuberculaire de l'humérus, les muscles grand rond et grand dorsal venant se terminer en réalisant un phénomène d'enroulement comme nous l'avions vu précédemment. Ces trois muscles, subscapulaire, grand rond et grand dorsal, vont donc constituer de haut en bas la paroi postérieure de la fosse axillaire. Enfin, la fosse axillaire va présenter une paroi latérale, et cette paroi latérale, eh bien, on va la trouver en dessous du muscle deltoïde que l'on va placer ici, formant ce demi-cornet coiffant la région axillaire, muscle deltoïde tendu entre la clavicule, l'acromion et l'épine de la scapula d'une part et la tubérosité deltoïdienne d'autre part. Eh bien, la paroi latérale de la fosse axillaire va être constituée par l'humérus et par les éléments musculaires destinés à la région antérieure du bras et s'insérant sur la fosse, sur la ceinture scapulaire, à savoir le muscle biceps brachial, dont nous voyons ici le chef long, et vers le haut, le chef court, s'insérant par un tendon sur le processus coracoïde de la scapula et rejoignant le chef long pour former un muscle unique venant se terminer au niveau de la tubérosité du radius. Nous interrompons ici le muscle biceps brachial, ce qui permettra de représenter les éléments sous-jacents de la loge antérieure du bras. Accompagnant le muscle court biceps, le muscle coraco-brachial, que nous plaçons ici, va être tendu entre le processus coracoïde et l'humérus, tendu entre le processus coracoïde de la scapula et l'humérus. Il forme souvent un corps charnu d'insertion commune avec le court biceps sur le processus coracoïde. Donc, ces éléments, humérus, court biceps et muscle coraco-brachial, vont constituer la paroi latérale de la fosse axillaire. Nous allons compléter le schéma en plaçant sous le muscle biceps brachial le muscle brachial, tendu de l'humérus au processus coronoïde de l'ulna, constituant le plan profond de la région antérieure du bras, et nous placerons pour mémoire l'origine ici du muscle brachioradial, qui fait partie des muscles de la loge latérale de l'avant-bras, et la masse commune des muscles épicondyliens médiaux, insérés donc sur l'épicondyle médial de l'humérus. La fosse axillaire, je place encore simplement le relief du muscle trapèze pour élément de repère. La fosse axillaire est donc cet espace
qui va avoir une paroi antérieure constituée par les muscles grand pectoral et petit pectoral, plus les fascias qui les englobent, va présenter une paroi médiale qui est constituée par la paroi du thorax et par le muscle serratus, muscle dentelé antérieur, dont les 10 digitations recouvrent les 10 premières côtes, va présenter une paroi postérieure constituée de haut en bas par les muscles subscapulaires, grand rond et grand dorsal, et enfin présenter une paroi latérale constituée par l'humérus accompagné des muscles coraco-brachial et chef court du muscle biceps brachial. La limite inférieure de la fosse axillaire est constituée par la peau de la loge axillaire doublée du fascia clavi-pectoro-axillaire. Et enfin, le sommet de la fosse axillaire va être formé par la pince costo-claviculaire, c'est-à-dire l'espace entre la clavicule et la première côte qui se projette approximativement en regard du milieu de la clavicule, à peu près, espace qui va faire communiquer la fosse axillaire avec la région qui se trouve au-dessus d'elle, à savoir le creux supraclaviculaire. Avant que de construire les éléments vasculaires et nerveux qui traversent la région, on va réaliser une coupe sagittale qui passe dans le plan de la flèche représentée ci-dessus et qui va permettre de réaliser la synthèse de ces éléments. Cette coupe sera orientée crânialement vers le haut et ventralement sur ma droite. Cette coupe parasagittale va passer à la partie moyenne de la fosse axillaire et va, sur le plan osseux, être délimitée par la scapula en arrière, dont nous voyons ici l'épine et le corps. Scapula qui va donc présenter vers l'arrière et au-dessus de l'épine de la scapula le muscle supra-épineux, présenter en arrière et en dessous de l'épine de la scapula les muscles infra-épineux, petit rond, grand rond, tout à fait à la partie inférieure de la scapula, et sous le muscle grand rond, le muscle grand dorsal qui s'enroule avec le grand rond pour aller se terminer au niveau de la lèvre médiale du sillon intertuberculaire de l'humérus. À la face antérieure de la scapula, la fosse subscapulaire va être recouverte par le muscle subscapulaire qui, avec le muscle grand rond et grand dorsal, vont participer à constituer la paroi postérieure de la fosse axillaire qui se trouve ici en avant. À la partie antérieure de notre plan de coupe va se retrouver la clavicule que nous plaçons maintenant, clavicule sous laquelle va se placer le petit muscle subclavier et sur laquelle vont s'insérer les muscles, muscle grand pectoral. Voici le muscle grand pectoral, en profondeur duquel se place le muscle petit pectoral, le voici, muscle petit pectoral. Nous avons le muscle trapèze, on l'a évoqué ici, s'insérant sur l'épine de la scapula. Voici le muscle trapèze qui va participer à délimiter le modelé latéral de la région nucale. Et à partir de maintenant, peut être mis en place le plan de coupe cutané. Le voici en arrière. Le voici en avant dans le creux supraclaviculaire,
puis ici au niveau de la région pectorale, et enfin vers le bas, passant au niveau de la paroi inférieure de la fosse axillaire, permettant de placer maintenant le relief dorsal du cou et du thorax, le relief antérieur du cou, de la clavicule, de la région pectorale, puis de la région thoraco-abdominale, avec, on peut placer ici en élément de repère, la région du mamelon. Je vous l'ai dit, les éléments musculaires sont entourés de fascia. Chaque muscle est entouré d'une capsule fibreuse, le trapèze, le supraépineux, le subscapulaire, le grand rond, le grand dorsal, le petit rond, l'infraépineux, mais également les muscles subclavier, grand pectoral et petit pectoral. Ce sont les fascias qui entourent, qui cloisonnent chacun de ces muscles. Ces fascias sont en continuité. Le trapèze avec le périoste de la clavicule, ça c'est le fascia cervical, superficiel, et ensuite les cloisons des muscles grands et petits pectoral se rejoignent et doublent vers le bas la peau du creux axillaire, formant le fascia clavi-pectoro-axillaire, terminant de délimiter en avant et en dessous la fosse axillaire qui apparaît maintenant délimitée. La région axillaire va être traversée par des éléments vasculaires et nerveux qui relient la région cervicale et la région du membre supérieur. Nous allons d'abord démarrer par les éléments vasculaires, par l'axe vasculaire, et celui-ci va être défini à partir du modèle du membre supérieur, ici représenté. Du côté droit, naît de l'aorte une artère que l'on appelle le tronc brachiocéphalique. Le tronc brachiocéphalique se divise en regard de l'articulation sternoclaviculaire ou sterno-costo-claviculaire en une artère subclavière droite et une artère carotide commune droite. Subclavière droite et carotide commune droite. L'artère carotide commune droite va se destiner à la région de la tête et du cou. Elle va donc se porter vers le haut, alors que l'artère subclavière, elle, va former un arc convexe vers le haut, traversant la région du creux supraclaviculaire, puis venant passer en arrière du milieu de la clavicule, dans la pince costo-claviculaire, qui correspond aussi au sommet de la fosse axillaire, permettant alors à l'artère subclavière d'entrer dans la fosse axillaire où elle devient artère axillaire. L'artère subclavière se termine donc selon une convention topographique pour devenir artère axillaire. L'artère axillaire, qui constitue l'élément central du creux axillaire, va se porter vers le bas et vers le dehors, selon un axe qui est tendu entre le milieu de la clavicule et le milieu du pli du coude. Elle traverse la fosse axillaire, dont elle constitue l'élément central, et va, lorsqu'elle croise le niveau du bord inférieur du muscle grand pectoral, se terminer
pour devenir artère brachiale, artère subclavière, artère axillaire, puis artère brachiale. L'artère brachiale naît donc de l'artère axillaire lorsque celle-ci croise le bord inférieur du muscle grand pectoral et elle va cheminer à la face médiale du bras dans le canal brachial, arrivant dans la région du pli du coude où elle précroise l'articulation du coude, pour arriver à la partie haute de l'avant-bras où l'artère brachiale se termine, donnant les artères radiales latéralement et ulnaires médialement. On retrouvera ces artères dans le dernier cours consacré aux vaisseaux et aux nerfs de l'avant-bras et de la main. Donc, artère brachiale qui se termine en artère radiale et ulnaire, cette fois-ci par division. Donc, la subclavière naît de la division du tronc brachiocéphalique du côté droit. Elle traverse la pince costoclaviculaire pour entrer dans la fosse axillaire et devient artère axillaire, l'artère axillaire constituant l'élément central de la fosse axillaire que nous pouvons représenter ici sur la coupe. L'artère axillaire croise le bord inférieur du tendon du muscle grand pectoral pour devenir alors artère brachiale qui chemine à la face médiale du bras et qui, à peu près 2 cm sous le pli du coude, se termine par division, donnant les artères radiales et ulnaires. Ainsi se définit l'axe vasculaire nourricier du membre supérieur. Dans la région du creux supraclaviculaire, l'artère subclavière, tout d'abord, naît différemment du côté droit et du côté gauche. En effet, si à droite, la subclavière naît par division du tronc brachiocéphalique, eh bien du côté gauche, elle naît directement de l'arc aortique et émerge du thorax pour gagner alors le membre supérieur. Après un trajet arciforme, elle croise la pince costoclaviculaire et ceux de chaque côté pour devenir artère axillaire dans la fosse axillaire. Dans le creux supraclaviculaire, l'artère axillaire va passer entre deux muscles tendus entre la première côte et le rachis cervical, ce sont les muscles scalènes, antérieurs et moyens. Elle passe donc dans le défilé interscalénique, ce qui permet de définir à l'artère subclavière 3 segments. Un segment préscalénique avant le défilé interscalénique, un segment scalénique dans le défilé et un segment post-scalénique en aval du défilé interscalénique, entre lui et la pince costoclaviculaire. Dans son trajet préscalénique, l'artère subclavière présente 2 branches collatérales principales que sont vers le haut l'artère vertébrale qui va se destiner à la vascularisation de la colonne cervicale et surtout de la partie postérieure de l'encéphale, et vers le bas l'artère thoracique interne qui va descendre dans le thorax en arrière du plastron sternocostal, participant ainsi à la vascularisation de la partie antérieure de la cage thoracique. L'artère subclavière donnera accessoirement 3 autres branches collatérales que sont les troncs thyrocervical, costo-cervical et scapulaire dorsal sur lesquels je ne vais pas m'étendre. L'artère subclavière, une fois qu'elle a
passé la pince costoclaviculaire, devient artère axillaire. L'artère axillaire, qui chemine au centre de la fosse axillaire, présente un trajet oblique vers le bas et vers le dehors, et se termine par convention lorsqu'elle croise le bord inférieur du muscle grand pectoral et devient artère brachiale. Dans la fosse axillaire, l'artère axillaire va avoir un certain nombre de branches collatérales que nous allons pouvoir représenter sur une vue antérieure orientée crânialement et médialement, vue antérieure de l'humérus qui nous servira d'élément de repère et qui permettra donc de délimiter et de nommer les différentes branches collatérales de l'artère axillaire et un peu plus bas de l'artère brachiale. Voici donc l'humérus droit en vue antérieure avec sa tête, la région du tubercule majeur, le tubercule mineur, sillon intertuberculaire, et vers le bas, la palette humérale, au centre de laquelle se place le capitulum, la trochlée humérale. Et je n'irai pas plus loin dans la description des éléments osseux. Nous plaçons pour mémoire la cavité glénoïdale de la scapula, le début du pilier de la scapula, le processus coracoïde, et au-dessus de la tête humérale, ici, l'épine de la scapula qui se développe en acromion latéralement, avec ici la petite facette articulaire pour l'extrémité acromiale de la clavicule. Nous allons pouvoir, à partir de ces éléments de repère osseux, placer l'axe vasculaire, avec donc l'artère axillaire, qui va devenir ensuite artère brachiale et qui se terminera en artère radiale et ulnaire dans la région de l'avant-bras. L'artère axillaire, dans la fosse axillaire, donc, va donner les branches collatérales suivantes. Il y a une artère thoracique suprême, qui va se destiner à la vascularisation des deux premiers espaces intercostaux. Un peu plus bas, l'artère thoraco-acromiale naît de la face antérieure de l'artère axillaire, artère thoraco-acromiale, et c'est une artère qui va avoir un territoire cutané qui va apporter la vascularisation de la peau de la région latérale de l'épaule, acromiale, et de la région thoracique antérieure, artère thoraco-acromiale. Nous avons ensuite, naissant du bord inférieur de l'artère axillaire, l'artère subscapulaire, qui est une artère souvent plus volumineuse, naissant de l'artère axillaire, et qui va, cette artère subscapulaire, se diviser, donnant une artère thoracodorsale qui vascularise le muscle grand dorsal, et l'artère circonflexe de la scapula, je peux représenter la thoracodorsale un peu plus longue, la subscapulaire, sur un segment un peu plus long, avec sa division en artère thoracodorsale qui va donc descendre et venir assurer la vascularisation du muscle grand dorsal, et l'artère circonflexe de la scapula qui va contourner le pilier de la scapula et en assurer la vascularisation. Cette artère thoracodorsale est une artère qui est utile en chirurgie plastique et réparatrice, puisqu'elle permet, la thoracodorsale, la circonflexe de la scapula et donc l'artère subscapulaire dans son ensemble, de réaliser des lambeaux du muscle grand dorsal, par exemple en reconstruction mammaire. L'artère thoracique latérale est une artère plus volumineuse qui va naître de la face antérieure de l'artère axillaire et qui va
participer à la vascularisation de la paroi antérieure du thorax et de la région mammaire, cette thoracique latérale étant un des pédicules du sein, pédicule latéral. Et enfin, l'artère axillaire va donner naissance à deux artères circonflexes de l'humérus, la circonflexe antérieure qui cravate par en avant le col de l'humérus et l'artère circonflexe postérieure de l'humérus qui passe en arrière du col de l'humérus. Ces deux artères circonflexes de l'humérus, antérieure et postérieure, participant à constituer un cercle vasculaire artériel périarticulaire de l'épaule. Donc artère axillaire, origine pince costoclaviculaire, trajet oblique vers le bas et vers le dehors, terminaison en regard du bord inférieur du tendon du muscle grand pectoral, et les rameaux collatéraux, les branches collatérales, sont l'artère thoracique latérale pour les premiers espaces intercostaux, la thoraco-acromiale pour la peau de la région deltoïdienne et de la région thoracique antérieure, l'artère subscapulaire avec ses branches thoracodorsales et circonflexes de la scapula pour le muscle grand dorsal, le muscle serratus également et le pilier de la scapula, l'artère thoracique latérale pour la région mammaire latérale et les deux artères circonflexes antérieures et postérieures de l'humérus. Au-delà du bord inférieur du muscle grand pectoral, l'artère axillaire devient artère brachiale. L'artère brachiale a pour origine le bord inférieur du muscle grand pectoral. Elle va alors se porter vers le bas, globalement verticalement, légèrement vers le dehors, cheminant à la face médiale du bras dans le canal brachial qui est délimité par les muscles biceps brachial et brachial en avant et par le chef médial du muscle triceps brachial en arrière. On peut d'ailleurs sentir le pouls de l'artère brachiale dans cette région. L'artère brachiale va précroiser l'articulation du coude et 2 cm en dessous de l'articulation du coude se termine par division en donnant les artères radiales et ulnaires. Lors de son trajet, l'artère brachiale va donner des rameaux pour les muscles environnants et elle va donner 3 branches collatérales remarquables que sont tout d'abord l'artère profonde du bras, qui va naître assez haut de l'artère brachiale, passer en arrière de l'humérus où elle chemine dans le sillon du nerf radial accompagnant le nerf radial. L'artère profonde du bras va alors, après ce trajet en arrière de la diaphyse humérale, venir apparaître ici latéralement où elle va se terminer en se divisant en une artère collatérale radiale et une artère collatérale moyenne qui repasse en arrière de la palette humérale. Artère profonde du bras. Les 2 autres branches collatérales de l'artère brachiale sont les artères collatérales ulnaires supérieure qui naît à la partie moyenne du bras, qui descend verticalement à la face médiale du bras pour passer en arrière de l'épicondyle médial et se retrouver en arrière de l'articulation du coude. Artère collatérale ulnaire supérieure. Enfin, l'artère collatérale ulnaire inférieure naît de l'artère brachiale juste au-dessus de l'articulation du coude. Elle passe en avant de l'épicondyle médial et va donc se retrouver à la face antérieure de l'articulation du coude. Ces artères collatérales radiales, collatérales moyennes, collatérales ulnaires inférieures et collatérales ulnaires supérieures vont participer à constituer un cercle vasculaire périarticulaire du coude, car en effet, ces branches artérielles issues de l'artère brachiale vont être rejointes par des branches qui naissent des artères radiales et ulnaires, on reverra la prochaine fois,
et qui vont avoir un trajet récurrent, c'est-à-dire qu'elles vont remonter vers le coude et s'anastomoser à plein canal avec les artères nommées ci-dessus. Ainsi, l'artère collatérale radiale va s'anastomoser avec l'artère récurrente radiale issue de l'artère radiale et venant donc participer à fermer ce cercle anastomotique périarticulaire du coude. Les deux artères collatérales ulnaires, supérieure et inférieure, vont s'anastomoser avec l'artère récurrente ulnaire, qui naît du segment proximal de l'artère ulnaire et qui va se diviser en une branche antérieure et une branche postérieure venant successivement s'anastomoser avec les artères collatérales ulnaires inférieures et supérieures. Enfin, l'artère interosseuse commune, issue également de la partie proximale de l'artère ulnaire, donne une artère interosseuse récurrente qui va remonter en arrière de l'articulation du coude et rejoindre l'artère collatérale moyenne venant achever de constituer ce cercle vasculaire périarticulaire du coude. Le retour veineux se fait par l'intermédiaire de veines collatérales. Nous avons au niveau du bras une veine brachiale que l'on va retrouver en dedans de l'artère brachiale. J'en représente ici un tout petit segment, veine brachiale, qui naît de la réunion des deux veines comitantes radiales et des deux veines comitantes ulnaires. La veine brachiale remonte depuis la région du pli du coude jusqu'au bord inférieur du muscle grand pectoral, où la veine brachiale devient veine axillaire, cheminant donc en dedans et en dessous de l'artère axillaire. J'en représente là aussi un segment. Cette veine axillaire va donc remonter le creux axillaire, la fosse axillaire, jusqu'au niveau de la pince costoclaviculaire, où la veine axillaire passe en arrière du milieu de la clavicule et devient veine subclavière. La veine subclavière va être rejointe par la veine jugulaire interne, formant la veine brachiocéphalique, et ce, de chaque côté. Les affluents veineux sont semblables aux branches collatérales des artères, avec deux affluents supplémentaires qui sont constitués par des veines superficielles du membre supérieur que l'on verra la prochaine fois. En effet, la veine brachiale va recevoir en plus la veine basilique du bras et la veine axillaire va voir se terminer en elle la veine céphalique du bras qui la rejoint dans la partie toute haute de la fosse axillaire. Dans la fosse axillaire, la veine axillaire se place médialement et en dessous de l'artère axillaire, et c'est ainsi que l'on peut la placer ici sur la coupe de la fosse axillaire. Nous avons vu l'arbre artério-veineux. Nous pouvons dire juste un mot de la circulation lymphatique du membre supérieur avec l'existence juste au-dessus de l'épicondyle médial d'un lymphocentre supra-épicondylien médial constitué de quelques lymphoneux variables. Et nous avons dans la fosse axillaire le lymphocentre axillaire constitué d'une vingtaine de lymphoneux axillaires qui vont être des éléments de relais des voies lymphatiques à la fois du membre supérieur mais également de la région thoracique antérieure et en particulier de la région
mammaire. Voici pour ce qui concerne l'étude de la vascularisation de la fosse axillaire et de la région brachiale, et reste maintenant à aborder l'innervation de la racine du membre supérieur. Le membre supérieur va recevoir son innervation motrice, sensitive, par l'intermédiaire du plexus brachial qui se constitue à partir des rameaux ventraux, des nerfs spinaux C5, C6, C7, C8 et TH1. Ce que l'on va pouvoir représenter de façon schématique comme ceci, en matérialisant les rameaux ventraux des nerfs spinaux qui participent à la constitution du plexus brachial par des croix, donc C5, C6, C7, C8 et TH1. Il s'agit bien des rameaux ventraux des nerfs spinaux, c'est-à-dire des branches de division antérieures des 4 derniers nerfs spinaux cervicaux et du premier nerf spinal thoracique. Le plexus brachial se constitue initialement dans la région cervicale. Il va ensuite traverser le creux, enfin la pince costoclaviculaire, le sommet de la fosse axillaire, pour pénétrer dans la fosse axillaire où ces rameaux terminaux vont apparaître, les rameaux terminaux du plexus brachial étant les nerfs du membre supérieur. Le plexus brachial va également donner naissance à des rameaux collatéraux que nous avons évoqués lors de la description des muscles de la région de l'épaule. La constitution du plexus brachial se fait comme telle. Les rameaux ventraux des nerfs spinaux C5 et C6 se réunissent pour former le tronc supérieur. Tronc supérieur. Le rameau ventral du 7e nerf spinal cervical forme à lui seul le tronc moyen du plexus brachial. Les rameaux ventraux des nerfs spinaux C8 et TH1, vont constituer le tronc inférieur du plexus brachial. Tronc supérieur, tronc moyen, tronc inférieur. Ces 3 troncs sont situés dans la région cervicale, dans le défilé interscalénique entre les muscles scalènes antérieurs et moyens. Juste au-dessus de la clavicule, les troncs du plexus brachial vont se diviser pour former des rameaux de division antérieurs et postérieurs. La réunion de ces rameaux de division antérieurs et postérieurs des troncs du plexus brachial va constituer les faisceaux du plexus brachial. Ainsi, les rameaux de division antérieurs du tronc supérieur et du tronc moyen vont constituer le faisceau latéral du plexus brachial. Le tronc de division antérieur du faisceau inférieur va constituer le faisceau médial du plexus brachial. Et les troncs de division postérieurs des 3 troncs, les branches de division postérieures des 3 troncs du plexus brachial, vont constituer le faisceau postérieur. Ces 3 faisceaux, latéral, médial et postérieur, tiennent leur nom car ils se disposent dans la fosse axillaire par rapport à l'artère axillaire que je place ici sous la forme d'un segment. Ainsi, le faisceau latéral se place latéralement par rapport à l'artère axillaire. Le faisceau médial se place médialement par rapport à l'artère axillaire et le faisceau postérieur se place en arrière
de l'artère axillaire. Donc trois faisceaux, latéral, médial et postérieur. Et ces faisceaux, eux, vont se situer dans la fosse axillaire. Les trois faisceaux du plexus brachial vont enfin se diviser pour donner naissance aux rameaux terminaux du plexus brachial. Ainsi, le faisceau latéral va donner une branche latérale formant le nerf musculo-cutané et va se diviser en une branche médiale venant constituer la racine latérale du nerf médian. Le faisceau latéral du plexus brachial donne une branche de division latérale formant le nerf musculo-cutané et une branche de division médiale qui va constituer la racine latérale du nerf médian. Le faisceau médial du plexus brachial va donner naissance à, ici, une branche de division latérale qui rejoint la branche de division médiale du faisceau latéral du plexus brachial et constituant donc la racine médiale du nerf médian. Donc le nerf médian est constitué d'une racine latérale qui provient du faisceau latéral et d'une racine médiale qui provient du faisceau médial. Les autres branches du faisceau médial du plexus brachial proviennent de sa division médiale qui donne trois troncs nerveux que sont les nerfs ulnaires, nerf cutané médial de l'avant-bras, nerf cutané médial de l'avant-bras, et enfin le nerf cutané médial du bras. On va voir dans un instant, en replaçant ces éléments nerveux sur la vue antérieure de la fosse axillaire, à quoi servent ces nerfs et où ils se répartissent. Enfin, le faisceau postérieur du plexus brachial va donner naissance à deux nerfs terminaux. Par sa branche de division latérale, il forme le nerf axillaire, et par sa branche de division médiale, il va constituer le nerf radial.
par sa branche de division médiale, il va former le nerf radial. Donc, je résume. Le plexus brachial se forme par les anastomoses des rameaux ventraux des nerfs spinaux cervicaux C5, C6, C7 et C8 et du premier nerf spinal thoracique TH1. Les rameaux ventraux des nerfs spinaux cervicaux se réunissent au niveau du défilé interscalénique, donc dans la région latérale du cou, pour former les troncs du plexus brachial. Tronc supérieur, tronc moyen et tronc inférieur. Le tronc supérieur est formé par la réunion des rameaux ventraux des nerfs spinaux C5 et C6. Le tronc moyen est formé par le rameau ventral de C7. Le tronc inférieur est constitué par la réunion des rameaux ventraux des nerfs spinaux C8 et TH1. Les troncs des nerfs spinaux vont se diviser en des branches de division antérieures vers nous et postérieures, en arrière du plan du tableau. Les branches de division antérieures du tronc supérieur et du tronc moyen vont constituer le faisceau latéral du plexus brachial. Latéral parce qu'il se place latéralement par rapport à l'artère axillaire. Le rameau de division antérieur du faisceau inférieur donne à lui seul le faisceau médial du plexus brachial. Médial parce qu'il se place médialement par rapport à l'artère axillaire. Enfin, les rameaux de division postérieurs des trois troncs se réunissent en arrière de l'artère axillaire pour former le faisceau postérieur du plexus brachial. Les faisceaux se divisent en branches de division latérales et médiales. Le faisceau latéral donne le nerf musculocutané latéralement et la racine latérale du nerf médian médialement. Le faisceau médial donne latéralement la racine médiale du nerf médian et donne médialement les nerfs ulnaires, cutané médial de l'avant-bras et cutané médial du bras. Enfin, le faisceau postérieur du plexus brachial donne naissance au nerf axillaire latéralement et radial médialement. Nous allons pouvoir maintenant placer ces éléments nerveux sur la représentation en vue antérieure de la fosse axillaire, représentation sur laquelle nous allons faire arriver ici les trois troncs du plexus brachial, tronc moyen, tronc supérieur, tronc inférieur. Ces trois troncs sont de gros éléments nerveux que l'on peut sentir rouler sous le doigt lors de la palpation de la région latérale du cou. Les troncs du plexus brachial sortent du défilé interscalénique où ils sont dans le même espace que l'artère subclavière et vont s'engager dans la pince costoclaviculaire où ils vont réaliser leur mécanisme, leur phénomène de division pour former les faisceaux qui vont se disposer par rapport à l'artère axillaire. Ainsi, se placera latéralement par rapport à l'artère axillaire le faisceau latéral, médialement par rapport à l'artère axillaire le faisceau médial et en dedans de l'artère axillaire le faisceau en arrière de l'artère axillaire, le faisceau postérieur. Le faisceau latéral du plexus brachial se termine en donnant latéralement le nerf musculocutané. Ce nerf musculocutané, qui se place donc ici en dehors, va se déporter latéralement et va venir traverser le muscle coracobrachial et se placer alors entre le plan du muscle biceps brachial en avant et du muscle brachial en dessous. Il va ainsi longer la région antérieure du bras entre le biceps brachial et le muscle brachial, qui l'innerve au passage, puisqu'il innerve
le coracobrachial, le biceps et le muscle brachial. À la partie inférieure de l'avant-bras, le nerf musculocutané va perforer le fascia brachial, et devenir alors un nerf superficiel, le nerf cutané latéral de l'avant-bras, qui se destine à l'innervation sensitive de la peau de la face latérale de l'avant-bras. Le nerf musculocutané est donc un nerf mixte qui est moteur pour la région antérieure du bras et sensitif pour la face latérale de l'avant-bras. Le nerf médian naît, quant à lui, de la division médiale du faisceau latéral et de la branche de division latérale du faisceau médial du plexus brachial. À la partie haute de la région du bras et dans la fosse axillaire, le nerf médian se place en dehors de l'artère brachiale, dans la région axillaire, puis dans la région du bras, où ce nerf médian va précroiser l'artère brachiale et progressivement devenir médial par rapport à l'artère brachiale. Et ainsi, au niveau du pli du coude, le nerf médian va se placer en dedans de l'artère brachiale et va passer entre les deux chefs du muscle rond-pronateur, où on le retrouvera dans l'avant-bras, dans le plan, entre le fléchisseur superficiel et le fléchisseur profond des doigts. Le nerf médian, dans la région axillaire et dans la région du bras, n'a pas de rameaux collatéraux, il n'a pas de territoire. Le nerf ulnaire est un des rameaux de division médiale, du faisceau médial du plexus brachial. Ce nerf vient se placer en dedans de l'artère brachiale, dans la fosse axillaire, puis dans la région du bras. Il est d'abord situé dans la loge antérieure, puis il perfore le fascia brachial pour venir se placer dans la loge postérieure du bras, satellite du chef médial du muscle triceps brachial, avec lequel il va traverser la région de l'articulation du coude en passant en arrière de l'épicondyle médial de l'humérus. Le nerf ulnaire, qui vient se placer dans la région du bras entre l'artère brachiale et la veine brachiale, dont je représente ici un segment, n'a pas de territoire dans la région du bras. Enfin, issu du faisceau médial du plexus brachial, les nerfs cutanés médial de l'avant-bras et du bras vont constituer les éléments les plus médiaux. Le nerf cutané médial de l'avant-bras, tout d'abord, va se placer en dedans de la veine axillaire, puis de la veine brachiale. Dans la région du bras, il donne des rameaux sensitifs qui recueillent la sensibilité de la peau de la face antérieure du bras. Puis, il va perforer le fascia brachial au-dessus du pli du coude pour venir se placer dans l'avant-bras, à la face médiale de l'avant-bras, dont il recueille la sensibilité. Le nerf cutané médial de l'avant-bras est donc un nerf sensitif pour la face antérieure du bras et pour la face médiale de l'avant-bras. Le nerf cutané médial du bras est un nerf plus petit
qui est sensitif pour la face médiale du bras. C'est un nerf qui donc est plus en dedans que le nerf cutané médial de l'avant-bras. Et ce nerf cutané médial du bras, très souvent, reçoit un rameau communicant issu du rameau ventral de TH2 qui va alimenter ce nerf cutané médial du bras. C'est le nerf communicant de Hirtel, qui peut expliquer dans les anesthésies loco-régionales du membre supérieur par bloc axillaire ou par bloc brachial, eh bien, une douleur lorsque l'on met le garrot pneumatique en tension lors d'une chirurgie du membre supérieur sous anesthésie loco-régionale. Les nerfs axillaires et radiales sont des nerfs postérieurs dont on va pouvoir placer le trajet sur une vue dorsale de la région de la fosse axillaire. Cette vue dorsale, qui sera la dernière vue utile pour ce cours, sera orientée crânialement vers le haut et latéralement vers la droite. Nous allons placer, pour représenter cette vue dorsale, la face postérieure de la scapula, dont vous reconnaissez ici la forme triangulaire, le bord spinal donc médial, le pilier latéralement, l'angle supérieur, la face supérieure, l'épine de la scapula avec son trajet qui se porte vers le haut et vers le dehors et qui s'évase latéralement pour former l'acromion. Nous avons ici donc l'épine de la scapula qui délimite la fosse supraépineuse, la fosse infraépineuse, et nous avons donc le bord postérieur ici de la cavité glénoïdale de la scapula dans laquelle vient s'articuler la tête humérale que voici représentée, tête humérale, orientée en haut et en arrière, et répondant en arrière uniquement au tubercule majeur de l'humérus, le tubercule mineur étant situé à la face antérieure. Nous allons pouvoir placer sur cette vue postérieure quelques éléments musculaires de l'épaule, le muscle infraépineux qui s'insère dans la fosse infraépineuse de la scapula et qui va venir se terminer à la face postérieure du tubercule majeur de l'humérus, muscle infraépineux, le muscle petit rond qui est situé en dessous du précédent, voici le muscle petit rond qui s'insère dans la fosse infraépineuse de la scapula et qui vient se terminer à la face postérieure du tubercule majeur de l'humérus. Et puis, nous allons pouvoir d'emblée représenter le muscle triceps brachial dont le chef long prend son origine sur le tubercule infraglénoïdal de la scapula et se prolonge par un corps charnu fusiforme dont nous plaçons ici la partie supérieure et qui est rejoint par le chef latéral dont nous plaçons ici la partie supérieure. Sous le muscle supraépineux se place l'infraépineux, muscle infraépineux, le muscle grand, sous le muscle petit rond, le muscle grand rond, ici, va s'insérer dans la fosse infraépineuse de la scapula et va passer en avant pour se terminer avec le muscle
grand dorsal. Nous pouvons simplement l'évoquer comme ceci, dans le fond du sillon intertuberculaire de l'humérus, ou lèvre médiale du sillon intertuberculaire. Donc, vue postérieure que nous avions mis en place déjà lors du cours sur les muscles de l'épaule. Cette vue postérieure permet donc de rappeler les espaces qui sont formés lorsque le tendon du chef long du muscle triceps brachial va traverser l'espace formé par le muscle petit rond et le muscle grand rond. En effet, lorsque le tendon du chef long du muscle triceps brachial traverse cet espace, eh bien, il va délimiter latéralement un espace axillaire latéral. Espace axillaire latéral, et cet espace axillaire latéral va livrer passage au rameau de division latéral du faisceau postérieur du plexus brachial, à savoir le nerf axillaire qui émerge de la fosse axillaire en passant dans l'espace axillaire latéral, qui va cravater d'arrière en avant le col chirurgical de l'humérus, assurant au passage l'innervation du muscle petit rond, nerf axillaire, assurant l'innervation du muscle deltoïde, dont nous avons réséqué ici complètement la moitié postérieure, et dont n'apparaîtra donc ici que la tranche de section, et donc l'insertion ici du muscle deltoïde sur l'épine et sur l'acromion apparaît ici. Le nerf axillaire va contribuer à l'innervation du muscle deltoïde, et le nerf axillaire va également participer à l'innervation de la peau du moignon de l'épaule en regard du muscle deltoïde. Le nerf axillaire est dans cet espace axillaire latéral, accompagné par une artère et ses veines satellites. Ce sont les vaisseaux circonflexes postérieurs de l'humérus, vaisseaux circonflexes postérieurs de l'humérus, qui participent à la constitution du cercle périarticulaire de l'épaule. Donc, espace axillaire latéral. Dans l'espace axillaire médial, situé entre le muscle petit rond et le muscle grand rond, et limité latéralement par le tendon du muscle long triceps et médialement par l'épine, par le pilier de la scapula, eh bien l'artère circonflexe de la scapula, va cheminer. L'artère circonflexe de la scapula, rappelez-vous, c'est la branche de division médiale de l'artère subscapulaire issue de l'artère axillaire. Alors, ceci est intéressant parce que cette artère permet de prélever, avec le lambeau de grand dorsal, un fragment du pilier de la scapula pour réaliser des reconstructions des parties molles et du squelette, par exemple dans certains traumatismes de la face ou dans des résections de tumeurs cancéreuses de la région ORL et maxillofaciale. Enfin, un dernier espace est situé entre l'humérus, le muscle grand rond et le triceps. Entre l'humérus, le muscle grand rond et le triceps.
Il s'agit de l'espace axillaire inférieur, sous le grand rond, en dehors du chef long du muscle triceps brachial. Dans l'espace axillaire inférieur va s'engager le nerf radial, qui va présenter son trajet oblique vers le bas et vers le dehors, à la face postérieure de l'humérus. Le nerf radial va traverser ainsi toute la région postérieure de l'humérus, puis va se retrouver au niveau du pli du coude, dans la fossette bicipitale latérale, où on le retrouvera la fois prochaine. Dans son trajet brachial, eh bien, le nerf radial, accompagné ici par l'artère profonde du bras, eh bien, le nerf radial va assurer l'innervation du muscle triceps brachial et l'innervation cutanée de la face postérieure du bras. Alors nous pouvons placer les nerfs ainsi terminaux du plexus brachial, tels que nous les avons vus et décrits, sur la coupe sagittale, où nous allons trouver latéralement par rapport à l'artère ici le nerf musculocutané. Alors pourquoi latéralement? Parce que nous représentons la coupe ici, membre supérieur porté légèrement en abduction, et donc ce qui se trouve latéralement en position anatomique va apparaître supérieur sur la coupe sagittale. Nerf musculocutané, branche latérale du nerf médian, branche médiale du nerf médian, branche latérale médiale du nerf médian, en dedans de l'artère axillaire, entre l'artère et la veine, le nerf ulnaire. Ensuite, en dedans de la veine, le nerf cutané médial de l'avant-bras, et un peu plus en avant, le nerf cutané médial du bras. Et enfin, le plan postérieur va être représenté latéralement par le nerf axillaire et médialement par le nerf radial. Nerf musculocutané, racine latérale du nerf médian, racine médiale du nerf médian, nerf ulnaire, nerf axillaire, nerf radial, nerf cutané médial de l'avant-bras, nerf cutané médial du bras. Le reste de la fosse axillaire va apparaître rempli par de la graisse axillaire qui va donc remplir cet espace dans lequel ces éléments vasculaires et nerveux devront être disséqués dans les chirurgies de la fosse axillaire, par exemple dans les curages lymphatiques axillaires pour traiter les tumeurs cancéreuses de la région mammaire ou de la région du membre supérieur. Ça, c'était la définition des éléments vasculo-nerveux terminaux. Reste à mettre en place, et je vais prendre pour ceci une couleur un peu différente, mais je vais garder l'orange, eh bien les rameaux collatéraux du plexus brachial, rameaux collatéraux qui sont des nerfs que nous avons déjà évoqués dans la mesure où ces nerfs eh bien, participent à l'innervation des muscles de la ceinture scapulaire. Ces nerfs, on va les voir émerger depuis les rameaux ventraux des nerfs spinaux jusqu'au faisceau du plexus brachial. Issus du rameau ventral de C5, le nerf dorsal de la scapula, va représenter le nerf responsable de l'innervation des muscles élévateurs de la scapula et des muscles rhomboïdes. Muscles élévateurs de la scapula, muscles rhomboïdes. Puis,
le faisceau supérieur du plexus brachial va donner naissance à deux rameaux collatéraux, un pour le muscle subclavier, c'est le nerf du muscle subclavier, et un peu plus gros, le nerf suprascapulaire, qui va passer dans l'incisure scapulaire et qui va assurer l'innervation motrice des muscles supraépineux et infraépineux. Nerf suprascapulaire. Issu des rameaux ventraux des nerfs spinaux C5, C6 et C7, le nerf thoracique long, nerf thoracique long, et le nerf moteur du muscle serratus, ou muscle dentelé antérieur. Ce nerf, on peut le voir arriver partout en arrière et cheminer à la face latérale du thorax, comme ceci. Il longe la paroi latérale du thorax au contact des digitations du muscle serratus, du muscle dentelé antérieur. Et c'est précisément ce nerf qui peut être lésé dans les curages axillaires et provoquer un décollement de la scapula en aile de papillon. C'est la scapula alata que nous avions évoquée lors du cours sur les muscles de la ceinture scapulaire. Ensuite, nous avons des rameaux collatéraux du plexus brachial qui sont issus des faisceaux du plexus brachial. Issus du faisceau latéral et du faisceau médial du plexus brachial, les nerfs pectoraux, nerf pectoral latéral et nerf pectoral médial, réunis par une anse nerveuse, l'anse des muscles pectoraux. Ces nerfs vont donner l'innervation motrice des muscles pectoraux. Le faisceau postérieur du plexus brachial va donner enfin deux rameaux collatéraux. Il s'agit des nerfs subscapulaires et nerf thoracodorsal. Le nerf subscapulaire, innervant les muscles subscapulaires et grand rond. Le nerf thoracodorsal étant le nerf du muscle grand dorsal. Donc, le membre supérieur va recevoir son innervation par le plexus brachial qui se forme à partir des réunions des rameaux ventraux, des nerfs spinaux cervicaux C5 à C8 et du rameau ventral du premier nerf spinal thoracique. Le plexus brachial présente une partie proximale qui est cervicale, c'est la région des troncs et la constitution, enfin la division des troncs du plexus brachial. Puis il va présenter une partie rétrécie qui traverse la pince costoclaviculaire avant de s'évaser à nouveau dans la fosse axillaire où le plexus brachial va donner naissance à ces rameaux terminaux au nombre de 7. Les 7 rameaux terminaux du plexus brachial, le nerf musculocutané, le nerf médian, le nerf ulnaire, le nerf cutané médial du bras, le nerf cutané médial de l'avant-bras, le nerf radial et le nerf axillaire. Ces rameaux terminaux sont les nerfs du membre supérieur. En amont de l'apparition des rameaux terminaux du plexus brachial,
Les rameaux ventraux des nerfs spinaux, les troncs et les faisceaux du plexus brachial vont donner des nerfs collatéraux. Ces nerfs collatéraux sont les nerfs dorsal de la scapula, du muscle subclavier, suprascapulaire, thoracique long, pectoral latéral, pectoral médial, thoracodorsal et subscapulaire. Ces nerfs constituent les nerfs moteurs des muscles de la ceinture scapulaire.